Bon, nouveau format de vidéo, plus cool, plus pépère, qui portera sur des livres que je lis et que j'ai trouvé intéressants et que je résumerai comme ça. Enfin, résumer, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, je ferai une petite synthèse qui donnera à la fois l'essence du livre, mais vraiment pas détaillé, pour vous donner envie de le lire ou tout simplement, si ça vous suffit, de vous donner quelques pistes de réflexion à partir de quelques concepts, quelques idées tirées d'un livre. Vu que la lecture est ma plus grande passion solo, je voulais vous faire partager un petit peu cette passion que j'ai pour la lecture, surtout des essais. Alors les essais, ça date un petit peu près, on va dire, de Montaigne, qui a publié son livre Les Essais, voilà, ça s'appelle comme ça, où dedans il s'essaye justement à plusieurs thématiques qu'il développe, argumente, exemplifie, etc. Suivant plusieurs points de vue, plusieurs approches. Donc vraiment, quand on fait un essai, en fait, le but c'est vraiment de, par exemple, si je prends l'essai, si je veux faire un essai sur la politique, je peux voir plusieurs angles d'approche dans la politique, comme par exemple la sociologie, la philosophie, la psychologie. Mais je vais le traiter soit de manière pluridisciplinaire, soit de manière unidisciplinaire. En général, les essais c'est quand même assez un minimum pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, on va commencer par un petit livre. Je dis petit parce qu'il est écrit en gros et il est assez petit en nombre de pages, donc c'est plutôt assez simple à lire. Qui s'appelle alors La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, aux éditions Stock, qui est écrit par un professeur de sciences humaines à Columbia University qui s'appelle Mark Lilla. Alors le livre date de 2018. Alors il traite la question de la politique identitariste de la gauche états-unienne et qui, selon lui, accentue les différences entre les individus plutôt que ne les rassemble. Car tout le monde a une identité propre qu'on peut subdiviser en plusieurs parties, d'où la notion de citoyen qui permet de rassembler les différences, même si en pratique ça marche pas forcément, bien sûr, et que les discriminations sont parfois nombreuses derrière la protection un peu illusoire du citoyen indifférencié. C'est d'ailleurs une des critiques que peut faire, y compris chez nous, mais aussi aux États-Unis, tout ce qu'on appelle les mouvements décoloniaux, indigénistes, féminisme et autres, qui disent que derrière la notion citoyenne, du citoyen, comme on a vu avec les vidéos sur l'éducation si vous les avez regardées, il se cache derrière des discriminations, du racisme, etc. Donc c'est une protection qui peut paraître illusoire à bien des personnes, mais qui selon lui et qui selon moi aussi, doit être parfois, même plus souvent mise en avant, sans pour autant oublier les différences et les discriminations qui peuvent exister derrière. Alors dans la préface à l'édition française, l'auteur nous adresse un message à la gauche européenne. Il dit « Mon livre s'adresse tout particulièrement à eux. Je veux les mettre en garde et les convaincre que la politique identitaire est un piège qui, à la fin, ne servira que la droite, qui a bien plus l'habitude d'exploiter les différences. » Donc voilà, il veut nous prévenir que, entre guillemets, c'est pas nous qui gagnerons au jeu de la différence, mais la droite. Parce qu'elle a historiquement plus l'habitude, selon lui, d'accentuer ce qui nous différencie de l'autre. Je ne sais pas si ça correspond exactement à l'histoire française, en tout cas il dit ça de l'histoire états-unienne. Alors le livre se subdivise en plusieurs parties. Tout d'abord l'introduction, qu'il appelle la démission de la gauche à s'occuper du peuple, pour faire simple. La première partie, donc après l'introduction qui est la démission, ce qu'il appelle l'anti-politique, ensuite la pseudo-politique et la politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chacune des parties? On va le voir juste après. Dans le livre, il exprime l'idée que la gauche états-unienne a lâché les blancs pauvres de moyenne classe pour se concentrer sur des politiques identitaristes. Il en veut pour preuve où, sur le site du Parti démocrate, il y aurait une page détaillée pour chaque communauté distincte. Femmes, hispaniques, noirs, LGBT, etc. Bon, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé la page sur le site démocrate, donc je sais pas si quelqu'un la trouve et qui mette en commentaire. Moi, je n'ai pas trouvé. Il dit des blancs pauvres, mais des pauvres en général. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que la gauche a lâché la lutte des classes, on va dire, ou grosso modo, au profit de la lutte des identités. C'est un peu ce que certains reprochent à la gauche française. C'est ce que certains reprochent d'ailleurs à Mélenchon, d'avoir oublié, entre guillemets, les ouvriers et de s'être concentré sur les
le nouveau prolétariat, les musulmans par exemple. C'est ce que la droite dit de Mélenchon. Une partie de la droite du moins. Alors, il détaille un peu l'histoire politique états-unienne du XXe siècle et la coupe en 2 grosses périodes. L'une, l'ère Roosevelt avec le New Deal, mesure pour lutter contre la Grande Dépression, notamment avec le Glass-Steagall Act, qui sépare les banques de dépôt et banques de financement. Donc pour lui, c'était une ère politique justement parce que le but c'était de gérer une politique générale, mais pas ciblée sur des identités spécifiques. Et donc du coup, la séparation des banques de financement et de banques de dépôt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas mêler l'argent réel, donc qui sert à l'économie de la société, pour les entreprises, pour les particuliers, à une économie qui, entre guillemets, fait de l'argent avec de l'argent. Donc en fonction des placements, etc. C'est le monde de la finance, quoi. Puis il y a celle de l'ère Reagan, en tout cas qui culmine avec l'ère Reagan, la période de l'antipolitique, puis ensuite enclenche celle pseudo-politique. Donc dans la période de Reagan, il se passe ces 2 périodes, en début et en fin de règne de Reagan. Donc la première période de cette ère qui est l'antipolitique, c'est Reagan qui utilise les théories de l'école de Chicago, du libéralisme, ce qu'on appelait les Chicago Boys, et qui est symbolisé par la figure de Milton Friedman, un économiste. Il appelle cette ère antipolitique parce que Reagan arrive avec l'ère de l'individu, donc l'individu entre guillemets qui décide tout de lui-même, qui est renvoyé à lui-même, donc à sa propre identité, à sa propre différence par rapport à l'autre, et il n'est pas renvoyé à l'idée d'améliorer le collectif par sa participation politique, mais à la recherche de sa propre performance, sa propre individualité. Alors c'est la première démission de la gauche, en tout cas ça commence à finir avec les Reagan, parce que dans les années 60 aussi, ils reprochent aux démocrates de ne pas s'être occupés assez des classes pauvres, et ça a commencé la politique identitariste à ce moment-là aussi. Donc on va dire que c'est la première démission de la gauche qui commence un peu avant Reagan et qui culmine avec l'arrivée de Reagan qui enlève du politique. Donc c'est ce que aussi disait Thatcher avec son slogan célèbre de la société n'existe pas, hein. Donc la politique est censée gérer la société, donc si la société n'existe pas, la politique n'a pas vraiment de raison d'exister. Elle n'est là que pour gérer certaines parties de la société, de faire respecter la loi, l'ordre, l'économie, etc. Mais il n'y a plus vraiment de but politique au sens de recherche de ce qui est juste, de ce qui est injuste, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas, comment il faut aider telle personne, quelles mesures il faut mettre en place pour telle autre catégorie de personnes, etc. Il n'y a plus de recherche, on va dire, philosophique de ce que c'est que de gérer une cité. La cité au sens de la société, de gérer, pas forcément administrativement, mais vraiment ce que c'est qu'une société, ce que c'est que de vivre en société, ce que c'est que d'être un individu dans une société. Donc pour lui, on est passé ensuite de pseudo-politique, ce qu'il appelle. Donc la pseudo-politique, c'est justement de ne plus gérer la société, mais de gérer les identités des personnes qui sont dans cette société qui n'existent pas vraiment. Donc Thatcher et Reagan annulent le concept de société et remplacent, en tout cas aux États-Unis avec Reagan, la politique par une pseudo-politique qui se concentre sur les identités des personnes. Donc hispaniques, noirs, femmes, LGBT, homosexuels, etc. Donc pour finir, lui, il propose 3 priorités pour faire revenir la politique. Donc pratiquer une politique institutionnelle plutôt que l'action militante. Donc éviter en tout cas diminuer la part de l'action militante en tant que LGBT, en tant que noir, en tant que hispanique, en tant que etc. Mais pratiquer une politique qui permet de gérer par les institutions plutôt que par l'identité à laquelle on appartient. Ou en tout cas on se sent appartenir parce qu'on a plusieurs identités différentes, hein, bien sûr. La persuasion démocratique, donc le débat plutôt que l'expression vaine de soi. Alors il parle de ça et il dit qu'en fait les individus avec une pseudo-politique identitaire se renvoyaient à la recherche d'eux-mêmes, donc pas à la recherche d'une persuasion, d'un discours argumenté
sur comment il faut convaincre l'autre, qui est différent de nous. L'idée, c'est vraiment de mettre, non pas en avant son identité, mais de discuter avec ce qui nous rassemble avec l'autre, c'est-à-dire la citoyenneté. On est tous citoyens français, par exemple, en France. Donc c'est vraiment de discuter avec un autre citoyen, et pas discuter de noir à blanc, de blanc à noir, de femme à homme, de LGBT à femme, de LGBT à homme, etc. Et la citoyenneté plutôt qu'à l'identité d'un groupe ou d'une personne. Donc là, ça revient au même. Pour lui, il faut mettre en avant hiérarchiquement la citoyenneté à laquelle on appartient plutôt que l'identité d'un groupe auquel on se sent appartenir. Ou on appartient parce qu'il peut y avoir des objectivités à une appartenance. Alors le livre a pour postulat qu'on ne forme pas un peuple en accentuant une différence par un discours qui différencie. On part pas de nos différences identitaires noir, blanc, femme, LGBT ou tout autre afin de créer une unité qui permet une stabilité dans un pays. Pour lui, il faut non pas faire de l'antipolitique au sens de promouvoir la liberté comme a fait Reagan ou Thatcher et la baisse d'une politique étative drastique, donc le libéralisme de Reagan, ni une pseudo-politique qui se baserait sur des différences individuelles et communautaires, noirs, blancs, LGBT, etc., qui accentue la perception des différences et divise à l'infini les citoyens et les lois pour chaque communauté et chaque différence. Il faut au contraire créer la politique et du collectif par une citoyenneté qui prendra en compte les différences dans la pratique de la loi, ce qui est fait dans beaucoup de cas. Donc si je prends mon exemple à moi, même si je ne suis pas officiellement catégorisé, en tout cas j'ai pas l'étiquette vu que je n'ai pas fait les tests, mais quand je regarde les descriptifs, j'ai l'impression de lire ma biographie que quelqu'un m'a expliqué toute ma vie. En tout cas, c'est le syndrome du TDAH, donc trouble dysfonctionnel de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc quand j'étais petit, je n'ai pas eu la case cochée de l'hyperactivité parce qu'il me manquait l'agressivité. Bref, en tout cas, c'est pour dire que il y a des mesures qui sont faites pour ces personnes-là. Ils ont du temps supplémentaire pour les examens, par exemple, un tiers de temps, ce qu'on appelle. Mais il n'y a pas de personnes qui se regroupent ensemble pour dire qu'ils ont été maltraités toute leur vie à l'école parce que c'est très dur pour les TDAH. Ils font souvent beaucoup de dépression à cause seulement d'un parcours scolaire très chaotique. Moi d'ailleurs j'ai fait une grosse dépression pendant longtemps à cause de ça, principalement, à 80% je pense. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de mise en avant de TDAH qui pourraient se regrouper, ils sont très nombreux, ils sont à peu près 2-3% de la population, et qui font une politique identitaire autour de leur TDAH en disant qu'ils sont maltraités, qu'ils sont ci, qu'ils sont là. Bon, bien sûr, c'est pas à mettre au niveau de ce qui s'est passé avec le racisme pour les Noirs dans le temps, mais c'est pour montrer à quel point on peut faire une politique identitaire avec beaucoup de choses. Donc chacun pourrait prendre une de ces différences identitaires et pourrait la mettre en avant comme politique identitaire. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas évidemment oublier ces différences-là et qu'il faut des mesures politiques, des mesures de loi, comme avec les TDAH, avec par exemple, comme je vous l'ai dit, avec les mesures de tiers-temps, mais il ne faut pas en faire une politique parce que ça diviserait tout le monde en petites parties, en petites différences. Donc le tout, c'est de trouver un équilibre entre justement l'unité et la différence. Donc ça, c'est vraiment un équilibre à trouver qui est un peu difficile à trouver. Donc trop d'unité, ça, on pourrait oublier les différences qu'il y a dans l'individu. Et par exemple, ceux qui parlent souvent à droite de la République. Donc la République, on est tous citoyens de la République française. Et parfois, ils ont tendance à oublier. Je trouve que dans le passé, il y a eu des discriminations qui ont été faites sous couvert justement du citoyen indifférencié et abstrait, mais qui n'ont pas été perçues justement à cause de ce trop-plein peut-être d'unité. Et ils idéalisent un peu cette période en disant qu'il y avait de l'unité et qu'il n'y en a plus. Mais en fait, c'est justement parce qu'il y en a beaucoup qui se taisaient ou qui ne remarquaient pas. Et maintenant, les sensibilités ont augmenté, les recherches se sont démultipliées. Donc, on voit, on perçoit. Donc, on est plus sensible à ces phénomènes-là et on devient plus exigeant dans cet rétablissement de l'équilibre des injustices. C'est tout simplement ça, en fait. Donc, moi, la critique que je ferais justement à ce livre, même s'il m'a beaucoup plu, c'est justement de ne pas oublier que derrière le citoyen indifférencié que je suis vraiment pour le mettre en avant hiérarchiquement en premier lieu dans justement la politique, en tout cas le message politique qu'on veut faire véhiculer, sans oublier ce qui fonde nos identités et sur lesquels on peut avoir justement des réclamations, mais pas en tant que des réclamations identitaires, mais en tant que réclamations au niveau des lois, au niveau du droit.
ce genre de choses, à être traité également, à être traité avec justice, comme les autres, entre guillemets, quoi. Donc si on pense qu'on a eu des injustices par rapport à ça, on peut évidemment argumenter là-dessus et vouloir qu'on fasse des lois pour rétablir ce sentiment. Pour établir ce sentiment d'injustice, c'est un peu difficile parce qu'un sentiment, bon, c'est pas trop ce que ça peut changer, ça peut évoluer, mais c'est à prendre en compte en tout cas. S'il y a beaucoup de sentiments qui vont dans le même sens, il peut y avoir quelque chose d'objectif là-dedans. Donc voilà, c'est une petite revue de lecture que je vous fais et que je trouve qui colle bien avec l'actualité française. Parce que avec tout ce qu'on entend au niveau des indigènes, les critiques qui sont faites à Mélenchon, le féminisme, le LGBTisme, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pas vraiment de mouvement citoyen, à part pour le climat peut-être, où il y a le mouvement citoyen pour le climat, mais sinon c'est vraiment des politiques qui font parfois. En fait, les identités sont parfois trop mises en avant par certaines personnes ou certains groupes de personnes. Ça dépend qui, ça dépend quand, ça dépend comment. Mais voilà, je trouvais ça intéressant justement de parler de ce livre, donc de Marc Lilla, qui est, je le rappelle, professeur en sciences humaines à Columbia et qui se dit démocrate. Donc je le conseille vraiment, hein, c'est un petit livre, il fait 150 pages et c'est écrit gros, donc ça se lit vraiment très facilement, il n'y a pas de jargon, c'est très bien expliqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit format un peu différent d'habitude, qui me demande moins de travail au niveau de l'écriture et au niveau du découpage. J'espère que vous allez bien et à la prochaine.